Ça y est, j'ai vu Dracula de Luc Besson. Il cherche sa bien-aimée depuis plus de 400 ans. Il est là pour retrouver sa princesse. Si comme moi, vous avez grimacé en regardant l'extrait précédent, c'est que vous aussi, vous avez lu le roman de Bram Stoker et que vous avez constaté une énorme différence. En effet, il est question dans le film d'une histoire d'amour à travers les siècles, ce qui n'est pas du tout dans le roman de Bram Stoker et qui va même à l'encontre de ce qu'est le vampire dans le livre. Donc après avoir vu le film, je me suis demandé si, au fond, cela posait un problème. C'est-à-dire que si on met de côté la question de la qualité intrinsèque du film, est-ce que cette histoire d'amour, ce contresens, en fait une mauvaise adaptation? Je vous propose donc que l'on regarde ça de plus près. Bien entendu, il n'est pas question dans cette vidéo de comparer point par point toutes les différences entre le film et le livre, ou au contraire tout ce qui a été repris exactement. Ça ne s'appelle pas une adaptation pour rien, il s'agit de s'adapter, non pas de reproduire, mais de proposer une expérience plus ou moins similaire à l'œuvre de base. Comme le dit très bien Serge Chauvin, qui est critique et universitaire, tout film mérite d'être jugé sur ses mérites esthétiques propres, sans être assujetti à une quelconque hiérarchie des œuvres, encore moins à un mythe de l'origine où la littérature serait toujours première. Voilà, merci Serge. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? En fait, ce qui me questionne, c'est de savoir ce qui fait l'expérience, le livre Dracula, qu'est-ce que c'est que lire Dracula aujourd'hui, et est-ce que le film reprend ces éléments-là, est-ce qu'il propose des sensations similaires? Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir quels choix ont été faits par le film. Au fond, que nous propose-t-il? Que disent ces choix de Dracula, de cette figure du vampire, et plus précisément de ce monstre-là aujourd'hui? Comme vous le voyez, c'est tout un programme, donc on ne pourra pas être exhaustif, malheureusement. N'hésitez pas, si vous avez des remarques à ajouter, à le faire en commentaire, et évidemment, si ça vous intéresse, abonnez-vous et likez, partagez la vidéo. C'est parti! Donc on commence avec le livre, le roman de Bram Stoker, Dracula. Qu'est-ce que c'est? Publié en 1897 par l'Irlandais Bram Stoker, Dracula est un roman épistolaire qui raconte, à travers le point de vue de différents personnages, l'arrivée en Angleterre du comte Dracula, un aristocrate venu de l'Est avec manifestement de mauvaises intentions. Les personnages vont essayer d'appréhender la menace qu'il représente et d'en venir à bout. Dans ce résumé, il y a certainement des choses que vous connaissiez déjà, et d'autres que peut-être vous aviez oubliées ou dont vous n'aviez jamais entendu parler parce que vous n'avez pas lu le livre ou vu d'adaptation. Mais de manière générale, c'est pas toujours évident de faire le tri entre ces souvenirs de lecture et toutes les influences, notamment pour une figure comme Dracula, de la pop culture et tout cet héritage qui s'est mis en place avec les décennies. C'est donc le moment de faire du tri, de se rappeler ou de découvrir ce qu'est Dracula. Voilà, qu'est-ce que c'est que lire Dracula? Qu'est-ce qu'on vit? Le roman est constitué de 3 parties plus ou moins marquantes, donc lire Dracula, c'est se plonger dans ces 3 parties différentes parce qu'elles ont des atmosphères bien particulières. La première, c'est celle où Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire, se rend en Transylvanie chez le comte Dracula, dans son château au milieu des Carpates, pour lui faire signer des papiers parce que Dracula veut acquérir une maison en Angleterre. Il se rend très vite compte que son hôte est un peu bizarre, qu'il n'a pas l'air de se nourrir, qu'il se passe des choses bizarres la nuit, qu'il est introuvable le jour, et petit à petit, le jeune clerc de notaire, Jonathan Harker, va devoir faire face à cette menace grandissante que représente le comte Dracula. Bref, il va falloir qu'il s'en sorte, globalement c'est ça. Ce qui est particulièrement plaisant et marquant dans cette première partie, c'est l'héritage gothique, cet héritage littéraire d'une personne jeune, innocente, qui se retrouve aux prises avec une force malveillante. Ici, le comte Dracula, un vampire, je ne pense pas spoiler en vous disant que c'est un vampire. Comme on dit régulièrement, passé 100 ans, il n'y a plus de spoil. On retrouve un certain nombre de codes, les ruines, le château, le Moyen-Âge, la violence physique et psychologique. Et à cela se rajoute un autre héritage littéraire qui est celui du fantastique. Là, c'est un genre qui va particulièrement jouer sur la perception, c'est-à-dire qu'on est du point de vue du narrateur, on est dans sa subjectivité,
et on va assister à ces doutes quant à un phénomène qui se produit et qui a l'air surnaturel. Est-ce qu'il devient fou? Est-ce que la chose qui semble extraordinaire est réelle? Voilà, on est dans ce type d'interrogation. Vous voyez que le pauvre Jonathan, il n'est pas dans des codes littéraires qui vont dans son sens. C'est difficile, voilà. Et justement, on est plongé au cœur de ses pensées grâce aux journaux, parce que c'est un roman épistolaire fait de lettres et de journaux. Donc on suit presque au jour le jour ses pensées, ses réflexions, les événements, et on ne peut que s'identifier encore davantage à ce qu'il ressent. Et c'est un élément important parce que c'est ce qui souvent différencie le roman des adaptations. Ce système de journaux fait que on n'est jamais du point de vue de Dracula, on le voit toujours de l'extérieur, c'est toujours une menace que l'on essaie d'appréhender. Bon, cette première partie, vous la connaissiez sûrement, hein, c'est la plus mémorable, la plus marquante, c'est celle qui est souvent reprise, et notamment on voit dans Nosferatu que c'est ce qui fait l'essence de l'intrigue. Le reste a été effacé. Beaucoup de choses se jouent ici, on est dans des codes familiers qui ont déjà fait leurs preuves, et qui nous présente cette créature du vampire. On est dans le début de la construction de ce mythe, de la figure de Dracula, avec le crucifix, le fait qu'il descende les murs, qu'il ait l'air immortel, le cercueil, voilà, vous connaissez. La partie 2 est différente parce qu'elle commence de manière un petit peu plus lumineuse pour petit à petit quand même bien retomber dans du sombre et du menaçant. Dans celle-ci, on est en Angleterre, on suit un groupe de personnages constitué de Lucy, son amie Mina, qui est la femme de Jonathan, notre héros du début. Il y a également les 3 prétendants de Lucy, et se rajoutera le docteur Van Helsing, qui sera le spécialiste appelé à la rescousse. Tous vont essayer de comprendre ce qui arrive à Lucy, qui a l'air d'être de plus en plus exsangue, avec des dents qui poussent. Voilà, je vous fais pas un dessin, vous voyez à peu près ce à quoi on a affaire. En tout cas, la petite dame ne va pas bien, et notre groupe va essayer de lui venir en aide. C'est une partie un peu particulière. Pardon, j'en perds ma voix. En gros, on va essayer de comprendre ce qui lui arrive, donc à Lucy, et pour cela, il va y avoir une enquête qui est scientifique. On va essayer de récolter des preuves, de faire des expériences, on a des hypothèses, c'est très 19e, début 20e, pour le coup. Ce qui est sympathique, c'est que justement la figure du vampire se précise, hein, de nouvelles caractéristiques apparaissent, et en tant que lecteur, on se dit « Ah, le vampire c'est aussi ça, ah mais c'est aussi ça », parce qu'évidemment on a toujours Dracula qui plane. Le problème, vous l'aurez sûrement compris, c'est que le lecteur sait déjà, enfin en 3 mots, dès qu'on a les éléments principaux, on sait ce qui arrive à Lucy, il n'y a pas de mystère pour nous. Alors que pour les personnages, ça prend un bon moment. Ce qui a un côté réaliste, parce que ça nous arriverait aujourd'hui, on mettrait vraiment du temps à y croire, et il nous faudrait des preuves indéniables pour accepter que votre petit mari est en train de devenir un vampire. Vous aimeriez quand même n'avoir aucun doute avant de lui planter un pieu dans le cœur. Voilà. Ça se comprend, c'est réaliste, et en même temps, c'est hyper long. C'est longué. Après, c'était probablement pas le cas pour les lecteurs du 19e siècle, et même justement un peu après, qui n'ont pas baigné dans tout cet héritage culturel, visuel de Dracula. Mais voilà, à lire aujourd'hui, il faut quand même s'attendre à quelque chose d'un peu laborieux. Après, ce qui est là encore une bonne et une mauvaise chose, c'est que ce groupe de personnages est bien de son temps et donc un petit peu gratiné. Ce qui est divertissant, mais il faut quand même se les fader. Voilà, ce qui est divertissant, c'est le côté dynamique d'équipe. C'est un peu comme dans Les Dents de la Mer, on ne se dit pas c'est un film de potes, et pourtant c'en est un. Et ici c'est un peu la même chose, c'est un livre de potes. Ce qui est difficile, c'est que c'est placé au sein de l'époque victorienne, donc les conventions sont extrêmement importantes, on met l'accent sur la respectabilité des femmes, l'honneur des hommes, tout le monde est un gentleman qui a des valeurs. Ce qui en soi est intéressant parce que ça nous place le vampire dans une espèce au départ de Moyen-Âge qui aurait perduré à désormais Londres, le 19e industrialisé, bourgeois. Voilà, ça fait sens, ça s'explique, mais à lire, c'est vrai que aujourd'hui ça fait un peu sourire. Ils sont particulièrement grandiloquents. Ils en font des tonnes quand ils parlent, mais ils sont attachants et participent fortement au charme du roman. C'est pas forcément la partie que l'on retient le plus, mais à lire, il se dégage quelque chose qui fait qu'on fait équipe avec eux. Et la troisième et dernière partie, c'est la traque de Dracula à proprement parler. Ça devient plus concret, on est sur une chasse à l'homme avec une course contre la montre, parce que, évidemment, notre équipe de gentlemen s'est transformée en ligue contre le mal.
Cette partie, c'est un peu un croisement entre un film d'action et Le Tour du monde en 80 jours. Et bizarrement, c'est plutôt efficace, surtout par rapport à la partie précédente. Et la fin est à la hauteur. Donc on en a pour son argent. Hein. Conclusion. Donc pour résumer, lire Dracula, c'est se laisser emporter par ces trois parties et leurs ambiances différentes, et puis s'associer à cette fine équipe pour lutter contre une force malveillante, malfaisante, qui plane sur leur petite vie moderne et civilisée. Donc vous l'aurez compris, ici le vampire n'est pas du tout un héros sexy aux prises avec des états d'âme romantiques, c'est une créature venue d'un passé sombre et violent qui vient dans Londres, dans la modernité, pour s'attaquer à des innocents. En plus des meurtres, il propage une espèce de mal moral. Il s'en prend aux jeunes femmes, boit leur sang, il y a des échanges de fluides qui se passent, et donc on sent bien qu'il y a quelque chose de subversif qui se joue. D'autant plus que cela prend place dans une société bourgeoise et chrétienne. Le roman de Bram Stoker nous plonge dans une aventure effrayante à plus d'un titre, où une équipe de héros va s'unir pour triompher d'un monstre. Le côté épistolaire fait du lecteur un témoin impuissant mais réjoui des tribulations de ces personnages presque au jour le jour. Donc une fois qu'on a posé tout ça, on se rend bien compte que certaines difficultés s'imposent pour toute personne qui voudrait adapter le roman en film. On voit très clairement que la personne devra faire des choix. La première difficulté, c'est celle des journaux. Alors que fait-on de cette forme épistolaire? Est-ce qu'on en fait une voix off? Est-ce qu'on n'en tient pas du tout compte? La deuxième, c'est cette première partie si marquante, ce qui sera attendu par les spectateurs. Quelle place lui donner? Est-ce que, comme dans Nosferatu, on y accorde beaucoup de temps, ou est-ce qu'au contraire, on la condense pour s'attarder sur la suite? De même pour la deuxième partie, que fait-on de cet énorme morceau du livre où on mène l'enquête sachant que le spectateur, comme le lecteur, aura très vite compris de quoi il est question et de quel mal souffre cette pauvre Lucie. Il faudra aussi s'interroger sur la place que l'on veut donner à l'équipe de personnages. Est-ce que on cherche à avoir un personnage principal, peut-être Jonathan Harker, ou est-ce qu'au contraire on garde cette dynamique d'équipe, et dans ce cas-là, il faut que chacun ait une personnalité, ou est-ce que certains personnages disparaîtraient? Pas évident d'avoir une telle masse de personnages importants. Pareil pour le personnage de Dracula, il est censé être hideux, avoir un teint cireux, des dents pointues. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel degré de monstruosité physique est-ce qu'on lui accorde? Et enfin, la question de la temporalité. Dans les adaptations de Vampire ou de Dracula, souvent il y a deux choix qui sont faits. Soit on garde le côté époque victorienne, et dans ce cas-là on fait un film en costume, ou est-ce qu'on pose l'intrigue dans notre monde contemporain pour questionner certains enjeux, certains échos que l'on pourrait trouver avec les thèmes et la symbolique du vampire. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. On va à présent se pencher sur le film de Luc Besson, donc Dracula, sorti en juillet 2025. Donc si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit pour son lien avec le roman ou au contraire juste en tant que film. Voilà, est-ce que vous le conseilleriez à un ami? Là, on va se concentrer sur les choix qui ont été faits, et est-ce que ça rend hommage au roman? Est-ce que ça nous propose quelque chose de similaire, ou au contraire, est-ce que c'est radicalement différent? La réponse est dans le ton de ma voix. Donc on a vu d'entrée que le film se positionne dans un pas de côté pour ce qui est du personnage de Dracula, qui est à l'opposé de ce que propose le roman. D'ailleurs, le titre l'annonce sans détour, A Love Tale, donc une histoire d'amour. Si on passe outre les déclarations foireuses de Luc Besson en interview... Mais en fait, quand on reprend le roman, c'est un homme qui va attendre sa femme, la réincarnation de sa femme pendant 400 ans. Qui essaie, en disant n'importe quoi, de placer le film dans une certaine légitimité de l'origine, on voit que le film affirme au contraire d'entrée sa différence. Il s'agit pour le film de revisiter le roman de Bram Stoker et d'en faire une histoire d'amour à travers les siècles, avec Dracula qui chercherait à retrouver la réincarnation de son épouse décédée. Donc on va commencer par là, parce que c'est quand même le gros morceau, Dracula et Mina. Ça n'est pas dans le livre, hein, encore une fois, ça n'est pas dans le livre, mais c'est pas pour autant que c'est complètement déconnant. Pour ce qui est du personnage de Dracula, c'est sûr que c'est très bizarre, parce qu'on passe d'un monstre sans âme terrible à un amant éploré qui est prêt à tout pour retrouver sa bien-aimée. Mais il y a un passage dans le livre qui, sans dire du tout la même chose,
contient quand même en germe les possibilités de ce genre d'extrapolation. Là, on a Dracula qui est entré dans la chambre de Mina, qui a hypnotisé son mari, qui vient de boire son sang, et qui lui dit « Ainsi, vous comme les autres, vous exercez votre intelligence contre moi. Vous voulez aider ces hommes à me donner la chasse, à contrecarrer mes projets. Et vous, vous qui les adorent tous, vous êtes à présent chair de ma chair, sang de mon sang, race de ma race, ma source de vie pour un temps, ma compagne dans un proche avenir. Vous connaîtrez votre revanche. Personne ne pourra jamais refuser ce dont vous aurez besoin. Mais pour le présent, je dois vous punir de ce que vous m'avez causé. Vous les avez aidés à me donner la chasse. À présent, vous devrez répondre à mon appel. Quand mon esprit vous ordonnera de venir, vous devrez traverser terres et mers pour m'obéir. Et voilà pour vous forcer à devenir mienne. » Sur ces mots, il déboutonna sa chemise, et d'un coup d'ongle s'ouvrit une veine de la poitrine. Quand le sang commença à jaillir, il prit mes 2 mains dans une des siennes, et de l'autre m'empoigna le cou, me forçant à approcher ma bouche de la blessure. Je devais suffoquer, ou avaler de ce... Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous voyez que c'est un petit peu olé olé. On voit tout de même qu'il y a une élection de la part de Dracula de Mina pour devenir sa compagne dans son château. Donc de ça à l'histoire d'amour à travers les siècles, on voit que le pas est vite franchi. Donc c'est un peu comme si le film de Luc Besson proposait une fanfiction à partir du roman de Bram Stoker. Dracula et Mina en couple. Là-dessus, le film est assez franc, c'est-à-dire que cette histoire d'amour, c'est vraiment le cœur du scénario, et qu'elle se tient de bout en bout. Tous les autres choix sont faits pour soutenir cette trame principale. C'est pas juste un délire dans lequel il serait parti en plus de l'histoire, c'est l'histoire. Et justement, pour tenir ce scénario, ils ont fait de nombreux changements dans le reste de l'intrigue de Bram Stoker. Ils ont grandement élagué et ils ont fait des modifications aussi au niveau des personnages. Par exemple, Lucy est toujours l'amie de Mina, toujours vampire, mais cette fois-ci, elle l'est depuis des siècles et est une espionne de Dracula dans sa quête de retrouver sa femme, blablabla. Donc Mina est une réincarnation. Et en ça, c'est cohérent et adapté. Bon, après, le truc de l'amour, ça a quand même ses limites parce que on voit notamment au début, on nous montre l'intensité de l'amour qui les unissait, et c'est quand même immature et un peu hystéro, surtout pour des gens qui sont adultes, on sent qu'ils ont leur trentaine, quoi, et qui dirigent un royaume. Le bon côté de ce parti pris, c'est qu'il nous donne à voir le comte comme un personnage. Là où, je vous disais, dans le livre, on est vraiment sur une menace qui plane, là, il est présent, on est de son point de vue, on voit les choses, on le suit dans sa quête, et voilà, ça peut compenser une petite frustration de lecteur. Alors c'est sûr que ça le rend moins subtil et moins puissant symboliquement, mais c'est pas inintéressant parce que de faire de Dracula un personnage, et moins une figure du mal, ça nous permet aussi de lui donner une personnalité, et d'en faire un monstre à visage humain, beaucoup plus proche de nous. Et ce qui est pas mal, c'est que ça semble apporter une version moins chrétienne à l'histoire et qui est peut-être plus pertinente pour les spectateurs contemporains. Après, on retrouve un certain nombre des caractéristiques du vampire, même si, là encore, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. C'est une version qui est quand même très épurée, hein. Beaucoup de choix sont là pour éliminer toutes les fioritures et vraiment se recentrer sur l'intrigue principale. Ce qui fait que, voilà, la question des journaux n'est pas posée, elle n'est pas là. On ne les voit jamais particulièrement écrire non plus. Et quand on a un parti pris aussi radical, c'est pas étonnant qu'il y ait de grosses modifications qui soient opérées. Mais d'où quand même 2 déceptions principales pour ma part. La première étant l'esprit d'équipe, voilà, vous l'avez compris, qui m'est cher dans le roman, et qui ici est esquissé, hein. Ils ont quand même tenté de nous faire une espèce de trio, quatuor à un moment, mais c'est quand même beaucoup trop léger, c'est tout plat, enfin ça fonctionne pas. Van Helsing est plutôt réussi, mais le reste est fadasse. Et puis mon autre déception, c'est cette première partie que j'attendais, hein, parce qu'elle est quand même particulièrement forte, et ici traitée de manière un peu bizarre. En fait, le ton est bancal, c'est comme s'il n'avait pas vraiment réussi à choisir ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le respect des codes avec le château, Dracula avec une apparence répugnante, etc., etc. Mais en même temps, il y a une espèce d'humour décalé, un peu cocasse, qui dédramatise tout constamment. Et puis, un flashback très long, moderne, avec de la musique pam 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 et des petites danses. On a des références au parfum. Enfin, c'est comme si il n'avait pas voulu prendre cette première partie vraiment sérieusement,
mais qu'il n'avait pas vraiment réussi à en faire autre chose non plus, donc ça a un côté parodie raté. Et moi, ça m'a juste laissé profondément perplexe et déçue. Ce qui fait écho à un autre choix que je n'ai pas compris non plus, donc éclairez-moi si jamais vous avez cerné l'objectif, qui est de placer l'histoire à Paris, et non pas à Londres, mais en ayant des personnages qui viennent de plein de pays européens différents. Donc en fait, j'ai l'impression que ça ne dit rien que le fait de l'avoir placé à Paris, c'est totalement anodin et que ça aurait pu être n'importe quelle autre ville et que ça aurait été la même chose. Et c'est un peu l'impression que j'ai pour l'ensemble du film, c'est-à-dire que tout ce qui ne tient pas à l'histoire d'amour paraît encombrant, hésitant et souvent très très peu signifiant. C'est comme si tous ces éléments étaient là parce qu'ils le devaient, mais qu'au fond ils ne disaient rien en particulier. Et finalement, ça résume assez bien l'impression que m'a fait cette adaptation, une proposition qui se tient pour ce qui est de l'histoire d'amour entre Dracula et Mina, mais qui paraît bien embêtée de tout le reste de l'héritage du roman de Bram Stoker, et qui donc n'en fait pas grand-chose. Alors, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film ? Si vous avez lu le livre, honnêtement, non, n'allez pas le voir, je pense pas que ça vous fera particulièrement plaisir. Je vous conseillerais plutôt de revoir l'adaptation de Coppola, qui elle aussi est extrêmement infidèle au roman, mais qui en restitue le charme, les personnages, et c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cet éclairage vous aura donné envie de lire ou relire le roman de Bram Stoker. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un pouce, abonnez-vous. C'est un type de vidéo que j'aimerais bien faire plus régulièrement. J'avais fait un premier épisode sur la chute de la maison Usher, la mini-série sur Netflix qui reprenait les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle adaptation est-ce que vous voulez que je regarde et que je traite en vidéo. Donnez-vous-en à cœur joie. Et je vous dis à la prochaine. Zagargouille dans ma tête.